Ok, donc on va enchaîner directement. Vous avez peut-être juste le temps d'aller aux toilettes ou d'aller vous chercher un petit kawa des familles. Nous, on va directement enchaîner du coup sur la prochaine conférence. On est un tout petit peu en retard sur le planning, mais franchement, ça va. Euh, on va faire un retour d'expérience pour faire de bons robots. Bah, c'est vrai que c'est pas bête ça, du coup, pour faire des bons robots. Euh, ok, donc nos habiles présentateurs sont en train de s'organiser. Je pense que ça parle beaucoup HDMI en ce moment. Non, non, mais on valide des éléments Ok, des éléments techniques. techniques. D'accord. Donc c'est vraiment en train de. Ouais, c'est vraiment le HDMI est au centre de l'attention. Il va bientôt être connecté dans l'ordinateur, je pense, et c'est vraiment l'étape qui nous sépare d'une présentation efficace. C'est vraiment ce branchement de câble. Attention, on est. Oh, oh, insertion du fil, attention. Je pense qu'on a réussi. Ok, donc l'HDMI est branché. Immédiatement, l'ordinateur détecte le nouveau périphérique. Il informe la carte graphique de cet écran supplémentaire et j'ai l'impression que la duplication d'écran a été effectuée. Quelques petits réglages de fenêtre. Peut-être l'utilisateur ne voulait pas un paysage dupliqué, auquel cas il ne connaît pas le raccourci Windows P, qui est très dommage pour lui, qui lui permet de faire ça très rapidement. Mais il allait dans les réglages et ça a fonctionné également. Donc maintenant, on devrait voir d'une minute à l'autre une fenêtre drag and drop. Voilà, elle arrive, elle arrive. Le plein écran est effectué, presque peut-être. C'est F11 si tu te poses la question. C'est exceptionnel. Ok, maintenant notre interlocuteur est en train de régler sa vue présentateur. Donc ses notes et voilà, donc c'est exceptionnel. C'est à lui la parole. Vive le chat, vive Twitch, vive le vrac. Hello, hello. Ok, bonjour à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, il est tard. Je vais essayer de ne pas trop m'éterniser, puisque après on va aller manger peut-être. On a peut-être un barbecue. Donc ça c'est une petite transition. Vous venez de voir le local. Le local à pas faire. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas faire. On ne voit plus rien, en fait, il y a une table en dessous. Ça c'est l'exemple typique de... Il y a 50 types de boîtes différents, il y a de la nourriture sur la table, sous la table. Des rangements qui ne sont pas utilisés parce que la plupart des choses sont sur les tables. Donc ne faites pas ça. Et apparemment, il y a un robot dans cette image. Mais... Donc je vais vous présenter mon petit retour d'expérience. Retour d'expérience du vrac. Donc comment faire de bons robots. Donc, moi, c'est Jules Dupérou, alias Monowi sur les sites web. Donc who am I? Je suis un passionné d'électronique, d'informatique, la bidouille. Aussi d'écoute de musique, j'écoute énormément de musique, tout type, future jazz, jazz, tout ce que vous voulez. J'aime bien sortir, faire des petites balades. Et surtout, donc on a participé au CRAC en 2018. C'était un projet scolaire, ça m'intéressait moyennement. Je n'étais pas spécialement intéressé par la coupe, j'avais jamais vu d'image de la coupe. Et c'est en allant sur place que je me suis rendu compte que c'était un projet incroyable et qu'il fallait absolument le refaire l'année prochaine. Et depuis 2018, on n'a plus lâché le truc avec le vrac. Donc le public visé, c'est Eurobot Suisse. Non, c'est vous, ce sont les équipes débutantes confirmées. Que je vais essayer de donner des petits conseils, des erreurs à éviter qu'on fait assez souvent. Ça va être un petit peu de la glu entre toutes les présentations qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Les petits conseils pratiques, on va dire. Les prérequis donc pour comprendre cette présentation, interpréter du brainfuck de tête, savoir router du BGA sur Allegro, et une formation certification SolidWorks aussi, c'est intéressant, de savoir tout ça avant de commencer la présentation. Non, en vrai, juste des bases, ça ira très bien. Donc, avant la coupe, idéalement, il faut travailler avant la coupe sur le robot, c'est-à-dire que pendant les vacances, il faut déjà avoir travaillé sur le robot.
Avant la coupe, on aime définir ses objectifs. Comment est-ce qu'on veut se lancer dans la vue? Quel est notre point de vue sur la coupe? Est-ce qu'on veut faire ça juste dans le cadre scolaire? Est-ce que ça va être juste un projet d'apprentissage? On n'a jamais touché à de l'Arduino, on veut juste découvrir les bases de la programmation et puis appliquer ça à un projet. Est-ce qu'on veut atteindre des phases finales, donc avoir un objectif de performance, ou voir Eurobot? Est-ce qu'on veut faire un robot sans roue, sans électronique, 100% en assembleur? Donc ça, c'est plutôt dans une idée d'objectif d'innovation. Et aussi, on peut juste passer un bon moment avec sa famille ou ses amis, et aussi par là même faire un robot. Donc une occasion pour se retrouver. Donc déjà, c'est bien de définir dans plutôt quoi on veut se diriger. D'être assez clair avec soi-même, de mieux définir ce qu'on voudrait faire. Donc là, maintenant, je vais vous parler plus avoir une base roulante fiable et simple. Donc on l'a déjà vu, mais moi, je vais essayer de vous donner quelques chiffres et puis des choses que nous, on applique beaucoup au vrac. Donc nous, on réfléchit même pas trop. On part sur un robot à 2 roues, essieu central. C'est beaucoup plus simple qu'un essieu qui est déporté sur l'arrière. Ça va simplifier les déplacements. Stepper ou brushed, ça pourrait être qu'on peut faire uniquement de la boucle ouverte, donc sans roue odométrique pour les débutants. Ça va être très très bien, on ne se prend pas la tête, ça marche, c'est assez facile à mettre en place. C'est rapide. Et donc les ordres de grandeur, c'est qu'il faut qu'on puisse faire un aller-retour sur la table. Alors si j'arrive à lancer les vidéos du coup, où est le curseur? Donc pouvoir faire un aller-retour sur la table de manière très précise, c'est absolument quelque chose qu'on veut faire. Qu'on puisse faire le tour de la table et que le robot revienne à une erreur de moins de 5 mm de sa position de départ. Ou encore, donc ça va être pour la précision en déplacement, ou sinon en rotation, on veut que le robot puisse faire 10 tours sur lui-même et que quand il arrive à sa position finale, on veut qu'il y ait une erreur qui est environ inférieure à 20 degrés pour les 10 tours. Donc qu'on ait une erreur qui soit très faible. Donc ça, ce sont les ordres de grandeur. Donc pour ça, il faut passer du temps un petit peu sur un petit système odométrique fiable, qui n'ait pas de frottement, qui soit avec le jeu le plus faible possible. Et ça, on va pouvoir le réutiliser sur les différentes années. Donc autant passer du temps à s'embêter, à faire quelque chose, un truc avec par exemple des petits rails linéaires, et puis de réimprimer plusieurs fois pour maîtriser au mieux les jeux et avoir un système qui soit parfaitement fiable. Donc pour ça, nous, au vrac, on utilise depuis plusieurs années les capteurs encodeurs rotatifs à effet Hall. Donc concrètement, en fait, sur le PCB ici, on a un petit chip qui coûte environ 10 € et devant, on lui met un petit magnète donc qui est fixé à la roue. Et quand le magnète va tourner, le capteur il va détecter le champ magnétique, la rotation du champ magnétique, et à partir de ça, il va pouvoir en déduire la position. Donc habituellement, on voit surtout des capteurs rotatifs optiques. Ça peut le faire, mais le seul truc, c'est qu'on a les signaux en quadrature qui sortent. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est quand même pouvoir avoir un petit peu plus de simplicité sur la communication. Par exemple, ici, avec celui-là, on a une sortie en SPI. Donc, on peut juste lire 20 fois par seconde la position de la roue. Et tant qu'entre chaque lecture, on n'a pas fait un tour de roue, on a fait moins d'un tour de roue, on ne va pas avoir de soucis. Et surtout, on peut avoir des très très bonnes résolutions. Donc avec ça, on a 14 bits. Donc un tour de roue, on a 16 000 ticks, ce qui est énorme. Et surtout, on n'a pas besoin d'avoir de périphérique hardware dans le microcontrôleur. C'est-à-dire que par exemple, sur ESP32, on a le Pulse Counter qui permet de faire ça en hardware. Sur STM32, on peut mettre les timers en mode encodeur. Sur TIN6, je ne crois pas qu'il y ait de périphérique hardware. Enfin voilà. Il y a en quadrature. Et donc, comme c'est un système qui fonctionne avec un petit magnète, il faut faire gaffe à un truc, c'est que si on met des pièces en fer autour, on peut dévier le champ magnétique et on peut avoir des mauvaises lectures. Mais ça, normalement, si vous lisez les registres de la puce, vous verrez que les valeurs en amplitude ne seraient pas très bonnes. Et que si vous enlevez toutes les pièces métalliques autour, vous pourriez avoir des problèmes. Donc un petit exemple, nous, c'est qu'on avait commandé des roulements à billes, et puis il y avait une série qui était, je sais pas, plus ferromagnétique que l'autre, et puis on avait des très mauvaises mesures. Donc on a juste remplacé, on les a écartés, et pour pas que ça vienne à perturber trop le champ magnétique. Asservissement et déplacement, ok. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop sensible.
Les déplacements de base qu'il nous faut, c'est qu'il faut maîtriser très très bien, c'est une ligne, la rotation, le freinage d'urgence et le recalage bordure. Alors il n'y a pas besoin d'avoir grand chose en plus. Si le robot il sait faire ces 4 choses très bien, on va pouvoir aller très très loin. Et là vous pouvez voir un freinage d'urgence. Le robot a été un petit peu surpris de voir cette bête en face de lui. Donc, vous avez pu voir que le robot a sauté. C'est pas si mal si on peut améliorer le freinage d'urgence, que d'avoir un petit freinage d'urgence un petit peu plus doux par exemple, ça serait pas mal. Et donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 4 fonctions de base et vous ne vous concentrez pas sur les autres, sur des clotoïdes, sur des demi-cercles, sur des enchaînements de lignes. Si vous faites juste ces 4-là, vous pouvez aller très 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 loin. La détection avec les autres robots. Alors, historiquement, on avait pas mal de balises infrarouges qui fonctionnaient ici. On avait un émetteur infrarouge qu'on plaçait sur le robot adverse et puis on avait les récepteurs ici, 16 récepteurs. Et puis, en fonction des amas de réception, on pouvait en déterminer une orientation et une distance approximative. Bon, ça marchait assez bien, mais bon, ça demande quand même un développement assez élevé. On avait vu qu'il y a 3 PCB à développer, il y a de la communication entre les cartes, il y a beaucoup de composants à souder, donc pas facile, mais ça coûte pas très cher. On a aujourd'hui beaucoup plus les lidars, qui sont pour quelque chose comme 400 € au maximum. Vous avez un système que vous allez réutiliser sur au moins plusieurs années, donc le prix est amorti. Et ça fonctionne très très bien. Une petite astuce, quand on fait le développement de l'évitement, c'est qu'on met quelqu'un qui ne connaît pas le code, qui va venir tester le robot. Donc lui, en fait, il va vraiment faire absolument n'importe quoi. Et il va permettre de valider que le robot fonctionne bien en évitement. Et donc, faites-vous un petit robot de test comme ça, avec les pires contraintes possibles. Donc, vous le faites le plus gros possible, avec le mat balise le plus fin. Là, c'est pas le cas, on avait le mat balise le plus gros, donc on n'est pas dans les pires conditions possibles. Il faut essayer de se mettre dans les plus mauvaises conditions possibles que le règlement indique. Et une autre solution qui marche très bien, c'est des petits ultrasons. Donc, soit les petits ultrasons bon marché, qui coûtent que quelques euros, qui ont un cône assez gros de détection, mais qui ont un rafraîchissement assez faible. Sinon, vous pouvez essayer de trouver des capteurs ultrasons industriels qui fonctionnent à des fréquences 10 fois supérieures à ceux de bon marché. Donc les bons marchés, ils sont aux alentours de, je sais plus, 30 ou 40 kHz, ou peut-être 20. Et les industriels, ils sont plutôt aux alentours des 200 kHz. Et ça, vous auriez un cône qui sera beaucoup plus serré, un meilleur temps de réponse. Et donc vous pourrez faire un évitement qui fonctionne très bien à partir d'un de ces 3 systèmes ou de ces plusieurs systèmes combinés. Et petite anecdote, au VRAC, en 2019, lors de notre première participation, on était parti sur ces petits ultrasons bon marché, mais en fait, on avait oublié de faire le système. Donc, on s'est retrouvé que la veille, j'ai pas dormi, puis j'ai dû faire un petit système qui marchait pas très bien. Donc, prévoyez la détection des autres robots aussi, ne l'oubliez pas. Non, qui marchait pas. Vous pourriez aussi discuter avec d'autres équipes. Il y a je crois que c'est une équipe russe. Si vous allez chercher sur le site Haber, si vous faites une petite recherche Eurobot, vous auriez peut-être un petit article en russe sur le mat central qui permet de détecter tous les robots. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas et qui sont un petit peu plus complexes. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là-dedans? Donc, dans une deuxième phase, le règlement vient de sortir. On va essayer de s'organiser un petit emploi du temps. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire au VRAC. Des prototypes, des petites expériences initiales qui vont durer sur les 2 premiers mois jusqu'en maximum en novembre. Et que c'est revenu, et qui va permettre d'avoir une première expérience des éléments de jeu. On va faire la réalisation des cartes électroniques aux alentours de novembre, décembre, janvier, et pareil pour la mécanique, les deux en parallèle. Et d'avoir surtout le plus important, 2 mois pour des tests et encore des tests avec les robots, faire des matchs, vérifier que les actionneurs marchent bien, que tout s'imbrique bien ensemble, comme on l'avait imaginé. Et donc ça, c'est vraiment le plus important. C'est 2 mois de test avant le règlement, avant la coupe. Donc si vous participez en Belgique, par exemple, c'est 2 mois de test avant l'avril. C'est pas avant mai. Disséquer le règlement, ouais, bon bah, y en a qui n'aiment pas ce terme, mais le tordre dans tous les sens, c'est pas une mauvaise chose pour essayer de vraiment comprendre le règlement en profondeur, poser les questions sur les forums, en discuter avec les autres équipes. Est-ce que faire toutes les actions vaut-il vraiment le coup? Ça dépend dans quelle catégorie on se place. Est-ce qu'on veut performer et atteindre absolument un podium, ou est-ce qu'on veut juste faire ça entre amis? Donc on peut peut-être se permettre de ne pas tout faire assez souvent, en fait, de mettre quelques actions de côté, de les délaisser pour
se concentrer sur d'autres actions et plutôt optimiser, les rendre plus fiables. Donc là, c'est la notion d'action trop simple ou trop complexe qui font tout et qui le font mal. Et donc, le critère le plus important, c'est la fiabilité. Alors pour ça, on peut s'aider d'un petit tableau, par exemple. C'est qu'on va lister toutes les actions et on pourrait se dire, bah, dans une première stratégie, on arriverait à faire 2 PAMI qui toucheraient 2 petites plantes et qu'on pourrait faire un panneau solaire. Ou après, en fait, on peut essayer de faire plusieurs combinaisons comme ça avec les éléments qu'on s'imaginerait bien faire. Et ça nous permettrait de voir, bah, avec cette stratégie-là, on pourrait faire 40 points, celle-là 80 points. Donc peut-être qu'on pourrait quand même abandonner une certaine catégorie. Donc ça vaut le coup d'essayer de bien réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait ne pas faire dans le règlement. Les prototypes, donc les expériences qu'on a vues dans la première phase, pour savoir au plus tôt si une idée est concrétisable, si on a pensé un système de tir balistique, est-ce que c'est réalisable, est-ce qu'on atteint des performances qu'on aimerait avoir. Donc ça, on peut le faire très très rapidement. Souvent, le mieux, c'est d'avoir plein de composants un petit peu standards et de faire des petits prototypes très rapidement en impression 3D, en scotch, en carton, et qui vont permettre de valider est-ce que toutes les billes rentrent bien là-dedans, dans l'aspirateur, est-ce qu'elles ne sont pas bloquées. Ça va nous permettre de développer un feeling sur les éléments de jeu et de pouvoir affiner nos idées. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir pour attraper nos éléments de jeu. Et une fois qu'on a fait ces petits prototypes, on va pouvoir commencer à les placer dans le robot. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que les composants qu'on n'a même pas forcément achetés, on va pouvoir commencer à les modéliser assez vaguement, juste en prenant les photos, en prenant quelques cotations assez vagues, mais juste vérifier que tout rentre dans le robot, qu'on est prêt à commander tous les éléments. Que par exemple, ici, on peut voir que les cartes électroniques ne sont pas faites, mais qu'il y a les ESC qui passeraient ici, que les alimes, on pourrait les mettre sur le côté, que là, on pourrait mettre un gros actionneur qui viendrait tout pincer, qu'on aurait des petits capteurs en bas, un système de tuyaux, et que tout ça, ça peut passer vaguement. Et ça, il faut le faire le plus tôt possible. Donc, il faudrait que ça soit fait maintenant, en fait, à ce niveau de l'année, pour être sûr qu'on est prêt à se partir dans cette idée et qu'on va tout commander et affiner cette solution. Pour l'électronique, pour faire du prototype en électronique, c'est vachement bien d'avoir des petits dev kits. Parce que souvent, les datasheets sont très longues, on ne va pas lire les 500 pages d'un coup. Et enfin, on peut essayer de le faire, mais on va forcément louper des petites subtilités. Et donc, le truc qu'on peut conseiller de faire, c'est de plutôt avoir le dev kit donc, sur la plateforme qu'on souhaite partir, OSP, STM, Raspi, et mettre tous les éléments instancier tous les périphériques qu'on aimerait utiliser en même temps. Donc, par exemple, faire fonctionner un code minimal avec le Wi-Fi, plus quelques petits PWM, plus un ADC et puis un petit CAN. Essayer de voir juste avec un code ultra minimal, est-ce que tout ça fonctionne ensemble? Et on peut se rendre compte que des fois, on va avoir des bugs alors que le programme il fait quasiment rien. Et en fouillant, on va se rendre compte que le Wi-Fi, en fait, il ne peut pas fonctionner avec l'ADC2 pour le SP. Et que ça, on ne l'aurait jamais découvert si on n'avait pas testé, si on n'avait pas réalisé le circuit en lui-même. Ou qu'avec le STM32, par exemple, si on utilise une librairie haut niveau, on pourrait avoir Embed qui nous donne des petites erreurs, des petits asserts qui nous disent « Ah tu peux pas instancier ça alors que… Enfin, tu peux pas instancier ces pins-là sur le CAN. » Ça, il pourrait le détecter au démarrage avec certains frameworks comme Embed. Et voilà. Donc ça permet de valider que ce microcontrôleur-là est une bonne solution pour notre projet. Et enfin, finaliser la conception, fabriquer le robot. Donc, ce que je peux conseiller, c'est de faire un gros schéma fonctionnel d'électronique un petit peu détaillé. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que là, j'ai fait un zoom sur une des parties. Ici, ça va être la carte cerveau. Donc, on peut voir que j'ai mis un petit connecteur XT60, qu'il y a des micromatchs qui vont passer ces signaux-là, qu'on va avoir 2 alimentations sur la carte, qu'on va avoir une petite nucléo, qu'on va avoir que ça va sortir sur des cerveaux ou des cerveaux coreless. Et ça permet de valider on veut absolument tous ces éléments de jeu-là, enfin tous ces composants-là dans le robot. Et sans rentrer directement dans la réalisation du PCB final, c'est juste pour se remettre en tête de tout ce qu'il y a dans le projet, parce que c'est quand même assez complexe. Si on regarde le détail ici de l'intégralité du schéma, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses
à faire, et tout ça, on ne peut pas le garder de tête. Donc c'est bien de l'écrire assez précisément, puis ça va nous permettre de commander exactement le bon nombre de connecteurs, de vérifier qu'on n'a pas fait les petites erreurs, qu'on a bien tout le monde qui est connecté. Ok, les tolérances de la table et les éléments de jeu. Alors la table est imparfaite. Alors ça, pour petite anecdote, au crack en 2018, on avait oublié que la table était imparfaite. Et on s'est retrouvé sur la scène avec 5 tables. Et les 5 tables étaient toutes différentes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un télémètre laser, qu'on a mesuré toutes les cotes des 5 tables et qu'on a fait 5 stratégies pour les 5 tables. Donc c'était pas la meilleure idée. On aurait dû en fait avoir un actionneur qui était tolérant des contraintes qui étaient imposées par le règlement. Et ça nous aurait simplifié la vie et rendu plus répétable. Donc prenez en compte qu'il y a un petit tableau qui est inscrit dans le règlement qui définit les tolérances maximales. Les éléments de jeu aussi. Ici par exemple, j'ai modélisé la plante avec une enveloppe minimale. Donc là j'ai pris la plante, je l'ai un petit peu essayé de la mettre en boule de façon un petit peu réaliste. J'ai fait une petite enveloppe en solide et puis une enveloppe la pire possible que j'ai mis en transparente. Et donc là j'ai légèrement tordu la plante à essayer de trouver une façon réaliste de qu'est-ce qui pourrait arriver en match. Après 200 matchs, peut-être que les plantes commenceront à fatiguer et qu'il n'y aura peut-être pas forcément de remplacement. Donc c'est un peu ce qu'on pourrait s'attendre. Et comme ça permet de vérifier que dans le robot, notre pince, elle peut s'adapter dans tous les cas. Et la différence entre la CAO et la réalité, ça peut être par exemple que dans la CAO, on n'a pas prévu l'écrasement des pneus et qu'au final, le robot est 1-2 mm trop bas, voire 3 mm trop bas. Donc revérifier quand on est dans la fabrication du robot que ça correspond bien à la CAO, ce qu'on avait prévu. Optimiser ses actionneurs. Alors, comme l'a dit Barba, on va essayer de filmer ces matchs et ces phases de test parce qu'il se passe souvent beaucoup de choses sur la table. Il se passe souvent beaucoup de choses et on est obligé de réfléchir à plein de trucs en même temps. Donc souvent, on ne se souvient pas de tout ce qui se passe et on se souvient d'une des erreurs qui s'est passée, d'un des problèmes, mais pas tout en même temps. Donc ça, par exemple, typiquement, nous, on a eu le cas quand on devait faire la construction des gâteaux. Il se passe plein de trucs en même temps, le chariot central qui remonte, qui va chercher à l'arrière, il y a les blocages en même temps, le dépose de la bille. Il se passe plein de choses en même temps, et ça, si on le fait, l'action, qu'on essaye de comprendre où est le problème, à l'œil nu, on ne peut juste pas comprendre ce qui se passe, même s'il ne se passe pas 20 choses en même temps, on n'arrive pas à tous se souvenir de à quel moment exact est le problème. Donc il faut tout le temps filmer, avoir le téléphone à la main. Aussi, l'optimisation, ça va être dans le cas où vous voulez vraiment faire des rushs. Par exemple, avec l'iPhone, on peut mettre en 120 images secondes. Et là, l'idée, c'est qu'on peut regarder précisément s'il y a des rebonds, par exemple, sur les cerveaux à haute vitesse lorsqu'ils vont ventouser les échantillons, enfin les éléments de jeu. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut absolument pas observer à l'œil nu. Et donc, le ralenti est vraiment nécessaire dans ces cas-là. Ou aussi optimiser les actions, on peut augmenter les accélérations du robot. C'est là-dessus souvent qu'on va gagner le plus comparé à augmenter les vitesses. Ok, avoir des fonctions de test. Un truc qui est vachement bien sur les robots, si vous pouvez avoir le temps de le développer, c'est d'avoir soit un petit écran, donc soit avec des boutons et un petit IHM ou un petit écran tactile, qui va vous permettre de lancer des fonctions de test. Donc par exemple, les fonctions de test, ça peut être ouvre la pince droite, ouvre la bouche, avance d'1 mètre, fait une rotation de 10 tours, fait un petit recalage bordure. Ça arrive très très souvent, le cas où on a un problème qui est complètement autre, et on se dit, mais attends, mais est-ce que le robot il arrive à faire 1 mètre? Est-ce qu'il arrive à faire une fonction de base avant même qu'il arrive à faire une action compliquée? Et donc souvent, on revient à faire des tests assez simples en fait. On peut aussi avoir un self-test, comme ici, le self-test de l'ESEO en 2018. Donc on va voir que tous les actionneurs sortent du robot, rentrent. Si on a l'ascenseur là qui descend, qui monte. Et ça va permettre, avant un match, on sait qu'on est appelé pour un match, de vérifier que tous les actionneurs n'ont pas été cassés, qu'on est prêt à aller en match. Donc il fait même une petite avance, une petite recul. Et puis sur l'écran, on va venir voir qu'on a tous les petits logs qui nous indiquent les états des capteurs. Est-ce qu'on a oublié la tirette? Est-ce qu'on a oublié de faire ceci ou cela?
Sinon, si vous voulez pas d'IHM parce que c'est trop gros dans votre robot, vous pouvez faire des petits systèmes REPL, Read Eval Print Loop, dans un terminal. Donc là, vous pouvez les faire un petit GoTo XY, vous pouvez faire des petites rotations et tout ça en mode textuel, seulement au robot. Ou même une interface web, vous pouvez vous amuser à faire ça aussi. Et ça peut être intéressant aussi d'avoir des tests d'action élémentaire, donc par exemple une prise-dépose d'éléments, pour vérifier lors des tests, des phases de test, ou des actions combinées. Donc là, ça peut être carrément gérer un ou plusieurs panneaux solaires, ou éditer des paramètres. Ça nous est arrivé assez souvent en arrière-scène, qu'on se rend compte qu'on a abîmé un élément, on l'a tordu, déplacé, donc on a dû réadapter à la volée certains paramètres du robot. Donc le fait qu'on puisse adapter ces paramètres sans recompiler le code, ça peut être très pratique dans des moments critiques. Et un des trucs les plus importants quand même, c'est de faire des matchs, si vous pouvez, avant la coupe. Donc ça, comment est-ce qu'on peut faire des matchs avant la coupe? On peut s'inscrire à d'autres finales, par exemple Robotics, qui est la coupe de Belgique, et qui est un mois avant la coupe de France de robotique. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça vous oblige à avoir un robot fonctionnel un mois à l'avance, et du coup, un robot qui vous pourrez régler un tas de problèmes en avance. Suisse Robot, qui est cette année, c'est un petit peu plus dommage, c'est qu'une semaine en avance, donc ça vaut un petit peu moins le coup cette année, malheureusement. Ou enfin, on peut faire des rencontres régionales, un non officiel, je ne sais plus, je crois qu'il y avait une rencontre régionale Auvergne-Rhône-Alpes, quelque chose comme ça. Là, il faut plutôt regarder sur le Discord ou discuter avec les autres équipes. Les autres années, en tout cas en 2022, on avait une liste des équipes, leur localisation, leur site web. Donc ça peut être sympa si vous voyez qu'il y a des équipes dans le coin, peut-être essayer de les contacter. Si elles veulent bien faire des petits matchs de test ensemble, amical. Et puis, je vais vous donner quelques petits conseils en vrac, plus ou moins débattables. Le Wi-Fi de 2,4 GHz pour les communications critiques, c'est un petit peu complexe. Tous les ans, on voit qu'il y a tous les canaux qui sont saturés. Ça marche, mais ça dépend des équipes. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Ça va être un certain routeur qui a une bonne puissance ou juste le bon timing où il n'y a personne qui émet. Donc cette année, ça va être particulièrement un problème pour les PAMI. Pensez-y peut-être d'avoir autre chose que le Wi-Fi, parce que tout le monde va avoir potentiellement des ESP32, un petit Wi-Fi, et puis dire aux PAMI de démarrer. Donc peut-être réfléchissez à un autre système à l'avance, au cas où. Un truc assez classique aussi, c'est les I2C. Quand on sort des PCB, il y a souvent des problèmes. Il y en a qui aiment bien communiquer en I2C entre les cartes. Puis ils peuvent avoir de très grandes surprises. Je crois qu'il y avait une anecdote d'Arig, c'était lorsqu'ils allumaient les pompes, ça faisait sauter leurs I2C. Donc il peut se passer des choses. Essayez de prendre des protocoles de communication plus robustes si vous faites de la communication entre cartes. Donc avec des fils qui dépassent les 20 cm, même un petit peu moins, essayez d'avoir des protocoles robustes. Le trop modulaire, il y a des équipes qui vont faire une carte alimentation, une carte qui va gérer que des capteurs, une carte qui va gérer que des cerveaux. Le trop modulaire, ça peut marcher, mais dans le cadre de la Coupe de France, il n'y a pas énormément de place non plus dans le robot. On a une forte contrainte en place. Donc, ça peut valoir le coup de regrouper un maximum de fonctions entre elles sur les cartes. Et surtout que les cartes, si vous pouvez les refaire tous les ans, c'est toujours mieux. Parce que ici, par exemple, cette carte, on l'a refaite. Et on avait plein de capteurs qui étaient en bas du robot. Donc, on a pu redisposer tous les capteurs pour avoir les fils au plus court possible. Et que les fils dans le robot ne fassent pas ne fassent pas 2 fois le tour du robot pour arriver à la bonne carte. Prenez des petits connecteurs petits mais pas trop, qui soient encore bien sertissables. Le micromatch, on a de bons résultats avec. Les JSTXH aussi, qu'on a adopté cette année. On en est très content. Donc passez du temps à trouver des bons connecteurs dans lesquels vous vous sentez confiant. Et prévenir des inversions de polarité, par exemple avec des détrompeurs. Donc tous les connecteurs, il faut absolument qu'ils aient des détrompeurs. Parce que quand il sera tard dans la nuit, que vous ferez le 50e test, forcément il y a un moment où vous allez inverser quelque chose. Et il ne faut pas que ça crame dans ces moments critiques. Donc des diodes de protection, des détrompeurs, c'est primordial. Et enfin, trouver des ressources sur le net. Il y a énormément de trucs sur le net. Et c'est juste souvent qu'il faut soit se motiver à chercher longtemps, soit il y a des portails, des listes. Donc par exemple la Maxilist Robot, avec des cours, des dossiers, des articles, des vidéos, plein de vendeurs, plein de fabricants, des composants spécifiques qui sont utilisables à la coupe,
et c'est collaboratif. Donc c'est juste un markdown avec énormément de liens. Donc c'est assez indigeste, mais vous avez un bon sommaire qui vous décrit chaque partie principale, chaque catégorie, et vous pouvez aller un petit peu fouiller à la main. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le parcourir dans un premier temps. Ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble. Sur YouTube, c'est super intéressant de se perdre sur YouTube et de chercher vraiment, de creuser beaucoup avec des termes Eurobot, CDR, coupe robotique, combiner ces termes-là et rajouter l'année ou rajouter le nom de l'année. Ça, vous allez pouvoir trouver énormément de chaînes YouTube. Bon, souvent des vieilles, ces dernières années, il y a un petit peu moins de vidéos qui paraissent, il y a un peu moins de hype, j'ai l'impression. Mais du coup, ça va permettre de vous remotiver, de vous voir qu'il y a 1 million de choses qui ont déjà été faites et de vous redonner des nouvelles idées, de vous inspirer. Si vous voulez voir encore plus vieux que ça, vous pouvez regarder les archives de la coupe E égale M6. Donc, je ne sais plus, c'est de 94 à 2006. Merci. Et donc c'est très intéressant de voir des anciens robots, même s'il y a des technologies qui sont complètement dépassées, il y a quand même des actionneurs qui sont très intéressants à regarder là-dedans. Il y a plein d'archives de diffusion en direct des matchs. Donc sur Planète Science avec la Coupe de France de robotique. Sur la chaîne Sparco, vous pouvez avoir les Coupes de Belgique. Sur Swiss Robot, bon, c'est explicite. Turag, vous pouvez avoir la Coupe en Allemagne. Universidad de Alcalá, vous pouvez avoir la Coupe d'Espagne. Et en fait, là, je vous ai mis quelques liens de diffusion en direct. Bon, souvent, c'est des liens de 6 heures qui ne sont pas forcément très bien filmés. Mais il y a des prises de vue que vous ne trouverez absolument nulle part ailleurs. Donc, c'est une bonne idée de voir ce que font les autres équipes. Et enfin, il y a des anciennes chaînes qui sont plus forcément à jour. Donc, par exemple, Sergent Chronobourg. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de cette chaîne. Peut-être dans le public, un nom d'équipe. Ah, il cherche. Qui est Sergent Chronobourg? Bon, je t'aide, c'est des Microbe Technologies. Donc, c'est des vieilles équipes qui ont fonctionné jusqu'en 2010. Il y a encore un wiki qui est à jour et vous trouverez un tas de trucs super sympas là-dessus, des bonnes vidéos. APB Team, pareil, ils ont soudé des trucs, fait des structures en acier, c'est assez fou de voir ça sur des robots. Willy Lambert de la team ARD. Beaucoup de vidéos qui sont intéressantes avec du Swerve Drive, qui surtout date de quelques années. Donc encore plein de choses qu'on voit peut-être un peu moins aujourd'hui, mais qui sont vraiment intéressantes. Au MyBot, on peut voir des drifts de robots. Il y a vraiment énormément de vidéos. Krabby Family, où il y a des dizaines et des dizaines de matchs qui sont filmés depuis le public. Et on peut voir des prises de vue des matchs de finale, qui ne sont pas forcément toujours avec des prises de vue qu'on ne voit pas forcément sur le live, sur les flux officiels, puisqu'on a le match qui est stable sur toute une durée. Donc il n'y a pas de zoom sur certaines actions, on peut voir vraiment l'intégralité du match. Puis enfin, on a d'autres équipes qui aiment bien refaire des chaînes toutes les années. Donc, par exemple, en ancienne chaîne, on a RCVA 08, on a des vidéos assez marrantes dessus. Il y a aussi 2010 RCVA, il y a encore d'autres vidéos marrantes dessus. Mais si ça ne suffit pas, on a aussi RCVA 2010 en minuscule. Et si ça ne suffit toujours pas, vous avez encore du contenu, Jacques Coulon 3615. Et il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas trouvé. Hein. Mais du coup, il y a énormément de chaînes YouTube. Ça vaudrait le coup de faire une grosse playlist avec, où on mettrait quasiment tout. Je pense qu'on peut retrouver plus de 500 vidéos hein, là-dessus, hein, très facilement. Plus de 500 ? Ok, il y a plus de 500 vidéos sur des robots et robots. Donc de toutes les nationalités, ça vaudrait le coup de partager ça et puis d'essayer de compiler tout ça. Vous en avez pour des heures de visionnage. Et donc ça, c'était pour YouTube. Mais aussi, les équipes, certaines font des sites web. Donc là, il y a un petit truc sympa, il y a le portail des équipes PM Robotique, qui est plutôt à jour. On peut voir d'un coup d'œil tous les sites web des équipes. Souvent, aujourd'hui, il y en a pas mal qui sont cassés, mais on peut utiliser WebArchive hein, pour aller les rechoper. Il y a aussi toutes les tables et les règlements depuis 1994. Ça peut être marrant de se perdre là-dedans et de voir des vieux règlements de la coupe, avec des vieilles photos parfois. Et allez, petit jeu encore. Les vieux règlements, quelle année et quel thème? Ça 2001? Bon, perdu, c'est 2000, fête foraine. Allez, encore un autre.
Ça, toute première? Deuxième? Allez, une petite année au pif. Ah, qu'est-ce que ça peut être ça? Ah ouais, c'est football, hein, donc c'est 98. Puis une petite dernière, allez. Alors? Les dames? Pile ou face, bien joué. En 2003. Donc ouais, ça peut être sympa d'aller sur les anciens règlements. Plein de choses qu'il faut fouiller. Il y a énormément de trucs à fouiller. N'hésitez pas à vous perdre, hein, des heures, c'est des heures et des heures. Puis ça motive, ça donne envie de faire des robots. Des forums de discussion, en ce moment, ce qui est actif, c'est le Discord. Hein. Il fut un temps, il y avait un forum usinage.com. Il est encore actif, hein, il est encore à jour. Et on va pouvoir voir des petits comptes rendus d'équipes jusqu'à 2018. Donc c'est très cool ça de voir des équipes qui n'avaient pas forcément de site web, qui vont mettre un bon compte rendu bien détaillé sur le retour d'expérience d'autres équipes pour une coupe en particulier. Qu'est-ce qui a bien fonctionné chez eux, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et on a aussi les archives du forum Planète Science. Bah, ça, si vous allez sur Web Archive, vous pouvez trouver quelques comptes rendus, quelques posts intéressants qui ne sont plus en ligne aujourd'hui. Donc voilà, énormément de trucs à regarder sur Internet. N'hésitez pas à fouiller dans tous les liens. Je pense que vous en avez pour des heures et des heures à tout chercher, tout trouver. Merci de votre attention. Donc c'était la dernière présentation. Maintenant, je pense qu'on va avoir le droit de se restaurer, de se reposer, d'échanger. Y a-t-il des ultimes bafouilles? Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas marqué des questions, donc il n'y a pas de questions. Désolé. Voilà. On arrête le live? Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Du coup, comme annoncé dans le planning, on va faire un barbecue et a priori, on va pouvoir se le faire. C'est un peu compliqué, mais on est en train de démarrer la cuisson pour le coup. On a la chance d'avoir une planche électrique, donc ouais. Non, c'est pas nous, on l'a juste volé. Donc pour le coup, je sais pas qui avait prévu de rester, mais levez la main pour ceux qui avaient prévu de rester, de profiter. À peu près. Voilà. Ce qu'on avait prévu, c'est de faire des burgers maison. C'est un peu notre spécialité, il paraît. Enfin, je crois qu'il y a une photo qui parle de ça. Vous voyez les mecs en orange au fond là? Ça, c'est nous. Bon, 1 heure d'attente. Mais bon, si vous regardez, ils sont un peu beaucoup. Ils sont pas capables de s'organiser et de faire une queue correcte. Hein. C'est pas plutôt les saucisses? D'habitude, c'est les saucisses, mais on a découvert une nouvelle passion burger. Peut-être que la coupe va changer. Non, en vrai, les steaks, c'est rapide à cuire. Mais... On n'est pas prêt. Hein. Bref, voilà, donc si vous voulez en profiter, on va faire des burgers, on essaye de faire ça le plus vite possible. Et il y a une option végétarienne pour ceux qui veulent, voilà, on l'avait prévu. Voilà. Et ben merci à vous, et n'hésitez pas à venir demain pour la suite. Là, ça sera peut-être un peu plus mécanique et un peu de programmation encore. Voilà, avec quelques ateliers à la clé. À demain, et à demain le live du coup. Merci beaucoup d'être passé sur le live. On commence à quelle heure demain, Kamikaze? C'est à 10h aussi demain. 10h, même lien, même chaîne YouTube? Même lien, même chaîne Twitch. Twitch. Oh là là, la modernité. Ouais. Modernité. Bon. Super. Et ben on se au retrouve revoir, demain, live. 10h, même endroit.